speaker. Je vois que nos participants sont en train de rentrer. Je m'excuse pour le délai. On est dans le monde de Zoom et on va commencer maintenant. J'espère qu'on va avoir... J'espère qu'on va avoir la participation de tous nos trois conférenciers. Jean-Sébastien Landry de Environnement et Échange climatique Canada, Camille Lambert-Chan, directrice de réglementation et politique publique de Propulsion Québec, puis aussi Charles Seguin du département des sciences économiques ici à l'UQAM. Moi, c'est Mark Purdon, je suis titulaire de la chaire sur la décarbonisation. Il risque qu'il y ait quelques problèmes techniques avec nos conférenciers d'environnement et change climatique. Donc, j'espère que ça va se régler bientôt. Mais entre-temps, je pensais juste peut-être te présenter vite un peu sur pas le chair sur la décarbonisation, mais un petit rappel sur le partenariat de recherche conjointe sur le climat et les transports, le JCCTRP. Qui est une initiative qu'on dirige depuis quelques années. C'est vraiment un partenariat de recherche qui regroupe les chercheurs du Québec, la Californie, l'Ontario, Vermont, où on travaille sur les différentes politiques publiques et les instruments de politique publique dans le domaine des transports et les liens avec les changements climatiques. On a obtenu un financement du Conseil de recherche en sciences humaines, le CRSH, pour établir ce partenariat. Puis, il y a un site web, si ça vous intéresse, de regarder un peu plus sur nos activités. Je vais juste décrire rapidement quelques activités en cours du JCCTRP. Une activité qui nous préoccupe, c'est les modélisations et les liens avec les politiques publiques. Donc, on a une exercice de modélisation où on regarde les interactions entre la tarification du carbone et les autres instruments de politique des transports. On va discuter certaines de ces politiques, ces instruments aujourd'hui. On est aussi en train de regarder dans une perspective comparative la norme sur les carbones propres. Ça, c'est un nouvel instrument politique qui est en train de développer par l'Environnement et Échange climatique Canada. Puis il y a des politiques similaires déjà établies en Californie, Colombie-Britannique et Oregon. On a aussi une autre étude où on a fait un exercice, une recherche comparative sur le rôle de la mondialisation dans le processus de planification et la prise de décision sur les questions des transports en région métropolitaine, ici à Montréal, aussi à Toronto et aussi à Los Angeles. Et la dernière chose que je voulais dire sur le JCCTRP, que c'est bientôt, j'espère en septembre-octobre, on va avoir un symposium ici à Montréal sur la politique climatique et des transports où on va inviter des chercheurs et des intervenants clés du Canada et des États-Unis qui travaillent sur ces enjeux pour se rassembler et discuter avec les membres du grand public sur les questions de décarbonisation des secteurs des transports. Donc, voilà, je pense que je peux maintenant céder le parole à je crois que nos participants de l'environnement des changements climatiques ont une certaine difficulté à connecter. Donc, on va commencer avec Camille Lambert-Chan qui va se présenter sur une perspective de Propulsion Québec. Oui, merci beaucoup, Marc. Donc, je vais à mon tour partager mon écran, tenter de, ça y est, ma souris a décidé de mourir au même moment, ça va bien. Alors, si tout se passe bien, vous devriez voir mon écran. Un petit... Oui, parfait, merveilleux. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Camille Lambert-Chan. Je suis directrice réglementation et politique publique chez Propulsion Québec. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou peut-être que vous le connaissez, mais je vais vous en donner un peu plus de détails. Propulsion Québec, c'est la grappe industrielle des transports électriques et intelligents. Notre organisation est en opération depuis 2017. Propulsion, en fait, catalyse les acteurs de l'écosystème autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les chefs de file mondiaux du développement et du déploiement des modes de transport terrestre au bénéfice de l'économie et de l'environnement du Québec.
Donc, des quelques membres créateurs à ses débuts, en 2017, 5 ans plus tard, la GRAP aujourd'hui compte plus de 250 membres, de la start-up à la grande entreprise, en passant par les institutions, les centres de recherche, les opérateurs de mobilité au Québec. Et comme vous pouvez voir, en fait, nos membres ne se limitent pas au secteur des transports électriques. On ratisse quand même un peu plus large que ça. On parle entre autres des infrastructures de recharge. Sûrement que vous reconnaissez des noms que vous avez déjà vus, certains que vous avez moins vus. AdEnergy en est un qu'on connaît bien. Les infrastructures intelligentes comme Algolux, Jakarta. On a également les véhicules, donc bien sûr Lyon, Novabus, mais également Lithium en recyclage de batteries. Vous en voyez d'autres. Les véhicules intelligents, les Dartec en fait partie également, et les services de mobilité, donc comme on les connaît bien, comme une auto, Netlift. Puis, vous pouvez voir en haut, c'est intéressant de noter que plus de la moitié en fait, des organisations qui font partie de la GRAP ont moins de 25 employés. C'est vraiment un secteur qui est en pleine croissance ici au Québec, donc 149, 77, 24, 250 membres. Alors, au cours des 5 dernières années, nous avons participé à plusieurs missions commerciales internationales permettant de faire connaître les forces du secteur et surtout d'en apprendre aussi sur les meilleures pratiques à l'international. On a fait une tournée à travers les différentes régions pour aller voir nos membres partout à travers le Québec. C'est des moments qui nous permettent d'échanger sur les réalités régionales des entreprises et de resserrer surtout les liens entre les entreprises et les organismes membres de la GRAP. On a également, la pandémie oblige, on a fait des webinaires comme celui qu'on est en train de faire présentement. On en a fait également pour nos membres. On a un partage collaboratif pour nos membres également. Un autre exemple de projet, on est en train de développer un véhicule minier à propulsion électrique. Et également, on a organisé 3 forums internationaux sur la gestion, les 3 éditions du Forum international sur la gestion des parcs de véhicules Impulsion Montréal. Ce qui est très intéressant, parfait. Ce qui est également très intéressant, ce sont les études qui ont été publiées au cours des années permettant de documenter les enjeux vécus par l'industrie et le milieu et de mieux surtout les faire comprendre et d'identifier les recommandations et les solutions qui peuvent bénéficier à l'écosystème. Nos études ont été utilisées, entre autres, dans nos représentations faites auprès des décideurs publics. Donc, on retrouve une étude sur les besoins de main-d'œuvre, naturellement, dans notre secteur. On a également une étude sur le développement de la filière des batteries lithium-ion au Québec. Cette étude-là, d'ailleurs, a été utilisée comme base de la stratégie sur les batteries au Québec. On a également une étude sur la mise en place d'un mécanisme de recyclage des batteries par une responsabilité élargie des producteurs, de son petit nom, la REP. D'ailleurs, c'est un dossier qui est en cours actuellement au gouvernement. Le gouvernement a mis en place un projet de règlement en octobre dernier et c'est toujours en discussion. On a également une étude comparative des réglementations et politiques publiques en, je vais dire TEI souvent, donc transport électrique intelligent, en TEI à l'international. Je vous recommande d'ailleurs cette lecture-là si les réglementations vous intéressent, c'est très intéressant, toujours d'actualité. Parlant d'actualité encore, une étude a été faite sur les meilleures pratiques en approvisionnement public et sur les appels d'offres. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de sujets qui sont encore en cours. Actuellement, il y a le projet de loi 12 justement sur l'approvisionnement et les appels d'offres qui est toujours en cours à l'Assemblée nationale. Et ça a été un document très utile d'ailleurs pour notre argumentaire. Et finalement, donc, on a encore une étude en électrification sur les parcs des véhicules moyens lourds dont je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail, qui est bien en lien avec le plan de réduction. Et finalement, notre dernière étude a été publiée en décembre dernier sur le diagnostic de la chaîne de financement en TEI au Québec. Notre travail est organisé autour de 6 chantiers distincts visant à développer et à soutenir des projets innovants. Les chantiers permettent de travailler sur les enjeux de notre secteur, donc la réglementation et politique publique, ça c'est mon chantier. On a un autre collègue qui s'occupe de recherche et développement, innovation et démonstration et expérimentation. On a un collègue qui est sur la question de la commercialisation et la chaîne d'approvisionnement. On le sait, hein, c'est un enjeu très, très présent actuellement dans notre domaine. Et un autre enjeu très important, un autre collègue qui travaille sur talent et main-d'œuvre et financement. Je vais parler un peu plus de mon chantier. Je ne parlais pas des autres parce que je ne vais pas assumer de ce que mes collègues font, mais plus spécifiquement sur le dossier réglementation et politique publique qu'on appelle affectueusement RPP. On a un comité stratégique qui est formé de membres de la GRAP qui sont intéressés par ces enjeux-là.
On fait des représentations auprès des différents paliers gouvernementaux, donc au Québec, au Canada, mais également au municipal et parfois également aux États-Unis. On fait des représentations par le biais de, naturellement, des rencontres avec les décideurs publics. On fait beaucoup de mémoires également. On participe à des tables rondes et des commissions parlementaires. Mais l'important, c'est toujours de s'assurer que ces interventions-là se fassent de façon écosystémique pour donner une voix vraiment concertée au secteur. Bon, dans l'ordre dans lequel on devait faire les choses, vous deviez avoir la présentation du plan de réduction. Je ne m'avancerai pas là-dessus, mais je trouvais ça intéressant peut-être de faire un lien avec le dernier rapport du GIEC qui est sorti quelques journées après la sortie du plan de réduction. Je ne sais pas si vous avez un peu regardé les informations ou les recommandations qui sont sorties. Ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était cet aspect-là. Electric vehicles powered by low GHG emissions electricity have the largest decarbonization potential for land-based transport. Donc, on est vraiment en lien avec la charte de décarbonisation dans les transports. On est en plein dedans. Donc, les véhicules électriques ont un grand potentiel pour réduire les émissions de GES du transport terrestre sur la base du cycle de vie. Parmi les autres recommandations ici, on retrouvait celle de l'importance des investissements continus dans les infrastructures de soutien pour augmenter le déploiement des véhicules électriques, ce qu'on retrouve beaucoup dans le plan / le budget du fédéral annoncé récemment. Le rapport mentionne également les progrès de la technologie des batteries pour contribuer à l'électrification des véhicules lourds ainsi que pour compléter le système ferroviaire électrique conventionnel. Et finalement, il y a également une mention sur l'impact de l'électrification et des transports publics pour améliorer la santé, l'emploi, la sécurité énergétique et l'équité. Donc, je ne prendrai pas le temps de tout vous revenir sur les budgets, etc., mais je voulais quand même faire le lien, en fait, avec certains éléments qui sont, bon, on parle du budget du Canada, c'est sûr que le plan de réduction sont intimement liés, là, tout a été fait en même temps. Je vais quand même laisser la place à Environnement Canada pour pouvoir vraiment vous présenter en détail le plan. Mais je voulais revenir sur certains points. Je vous ai parlé un peu plus tôt de l'étude qu'on a faite sur l'électrification des parcs de véhicules moyens lourds. Donc, dans notre rapport qui a été publié quand même en décembre 2020, ça fait déjà quand même près de 2 ans, on mentionnait justement les recommandations qui étaient prioritaires dans l'étude, c'était bonifier les programmes d'aide financière, soutenir le développement et la commercialisation de véhicules électriques de manufacturiers québécois, introduire une norme de véhicules moyens et lourds zéro émission et bonifier le soutien à l'infrastructure de recharge. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les mesures qui ont été annoncées dans le budget, qu'on peut voir à l'écran, ce sont des mesures qui répondent vraiment bien aux recommandations. Et en même temps, je pense que c'est aussi ce qui est intéressant. Donc, nous, on a vraiment salué le budget qui est sorti le 7 avril dernier. Mais ce que j'ai trouvé très pertinent, c'est l'Institut climatique du Canada a sorti son évaluation indépendante du plan de réduction des émissions pour 2030. Et je vais me permettre de vous en lire un petit extrait de la 5e recommandation, en fait. Donc, la mise en œuvre demeure le plus grand défi pour l'avenir. Le plan pour 2030 représente un ensemble de politiques qui permettrait, en théorie, d'atteindre les cibles d'émissions du Canada et placerait le pays sur une trajectoire de carboneutralité, à condition toutefois que la mise en œuvre soit rapide et efficace. Au bout du compte, l'atteinte des cibles nationales repose moins sur la crédibilité des politiques prévues ou des résultats modélisés que sur la mise en œuvre. Donc, étant donné le nombre de politiques encore dans les cartons et le peu de temps avant 2030 pour le déploiement considérable de technologies et d'investissements, la mise en œuvre sera un défi et les retards un risque important. Il faudra préciser la voie à suivre et mettre en œuvre la multitude de politiques proposées. Donc, on parle, oui, on doit saluer la volonté du gouvernement actuellement, les investissements faits, les réglementations à venir, tout ça, c'est sur une bonne voie, mais il faut quand même demeurer réaliste devant l'immensité de la tâche à accomplir devant les industries, les importants changements à venir pour le secteur des transports. Puis, je l'ai mentionné plus tôt, mais les défis sont vraiment grands avec la main-d'œuvre, avec les défis de la chaîne d'approvisionnement pour assurer les capacités manufacturières actuellement. Et aussi, à travers tout ça, bien, pour adopter ces nouvelles pratiques-là, il faut aussi prendre le temps, il faut que l'adaptation se fasse aussi, puis il faut mettre des outils en place pour ça. Donc, on a de grands défis. Je pense que c'est vraiment intéressant ce qui a été annoncé, ce qui a été présenté.
J'ai hâte d'en entendre plus d'ailleurs dans les détails. J'ai hâte d'entendre l'analyse de Charles aussi sur la suite des choses. Mais pour vous dire que nous, on voit ça d'un bon œil. Comme vous le voyez, notre travail est vraiment orienté là, sur les différents enjeux de l'électrification des transports. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Donc, on va être intéressés. On va être très présents aussi pour la suite des choses de la mise en place de ce plan-là. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Mais merci, Camille. Merci pour cette présentation aussi. Je suis content que nos conférenciers de l'Environnement et Change climatique Canada est parmi nous par téléphone, M. Landry. J'espère que ça va. Moi, j'ai vos diapos et je peux très bien présenter vos diapos si vous êtes capable de nous connecter par téléphone. Oui, bonjour. Donc, juste pour confirmer, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va très bien. Donc, je vais juste partager mon écran, puis on va commencer sur la première diapo. Oui, parfait. Et puis, bon, j'ai pas pu malheureusement là, écouter auparavant, mais je crois que vous aviez demandé qu'on se présente très rapidement. Donc, moi, mon parcours académique, j'ai un baccalauréat en physique, une maîtrise en gestion de l'environnement et mon doctorat est en modélisation climatique. Au niveau professionnel, j'ai passé une grande partie de ma carrière au sein d'Environnement et Changement climatique Canada, principalement sur des dossiers en lien avec la lutte au changement climatique, l'adaptation au changement climatique, et également les impacts économiques des polluants atmosphériques. J'ai également créé et dirigé pendant quelques années une entreprise de consultants. Donc, oui, on peut passer à la présentation. Donc, vous pouvez aller à la deuxième diapositive. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous avaient entendu parler de la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Elle a été adoptée au mois de juin de l'année dernière. Cette loi prévoit, entre autres, la publication de plusieurs types de rapports à échéance relativement fréquente. Certains de ces rapports vont regarder vers le futur, d'autres vont plutôt regarder vers le passé pour voir les progrès accomplis. Donc, le premier de ces rapports qui était requis, selon la loi, est justement le plan de réduction des émissions, le PRÉ, pour 2030. Et il a été publié à la fin du mois de mars dernier. On peut passer à la troisième diapo. Donc, l'objectif général du PRÉ est d'identifier les mesures et les stratégies qui permettront au Canada d'atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Donc, l'objectif est de 40 à 45 sous les niveaux de 2005 pour 2030. Et un deuxième objectif du PRÉ est de mettre le cap sur l'objectif de carboneutralité pour le pays d'ici 2050. Dans le cadre du processus de développement du plan, le ministère a recueilli les commentaires de plus de 30 000 Canadiens. Et nous avons également inclus dans le rapport les soumissions des provinces et des territoires concernant les mesures qui ont déjà été mises en place, mais également des mesures supplémentaires qui sont considérées par ces partenaires. Et finalement, nous avons aussi inclus les soumissions des principaux partenaires autochtones, des organisations nationales qui représentent la majorité des communautés autochtones à travers le pays. C'est bien important d'avoir présent à l'esprit que le plan pour 2030 est évolutif. Le PRÉ est un jalon, mais il va continuer à y avoir beaucoup de travail qui va être effectué par le ministère et les autres ministères et l'ensemble des partenaires au cours des années à venir. Et évidemment, l'ensemble des mesures vont être graduellement reflétées au fil du temps lorsqu'elles seront développées et mises en œuvre. On peut passer à la diapo suivante. Là, je sais que c'est écrit beaucoup trop petit pour que vous puissiez tout lire, mais je crois que cette image-là résume assez bien le cœur du rapport. Si vous voulez la lire plus en détail, là, elle se trouve dans le rapport comme tel, je crois, à la page 26 de l'édition en français. Donc, dans la partie supérieure de l'image, on voit les grands secteurs pour lesquels il y a des émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble des projections qu'on va voir un peu plus tard. Donc, si on commence dans le coin en haut à gauche et qu'on va dans le sens des aiguilles d'une montre, il y a le secteur des bâtiments, ensuite l'électricité, l'industrie lourde, le transport sur lequel nous allons nous attarder davantage, les solutions fondées sur la nature, donc autrement dit les écosystèmes,
les déchets, l'agriculture et le secteur pétrolier et gazier. Donc, dans le prix, il y a des sections, des chapitres pour chacun de ces secteurs-là, avec les mesures mises en place, les nouvelles mesures considérées et un portrait avec diverses sources d'informations. Dans le bas de l'image, on voit plutôt ce qu'on pourrait qualifier de mesures transversales, donc qui s'appliquent à plusieurs, voire à l'ensemble de tous les secteurs que je viens de présenter. Donc, la première de ces mesures concerne, ce sont les politiques qui concernent l'ensemble de l'économie. Par exemple, la tarification sur le carbone. Le deuxième élément transversal s'appelle les technologies propres et l'innovation climatique, car en effet, nous allons avoir besoin de beaucoup de nouvelles technologies pour décarboner l'économie, mais également d'innovation pour déployer et utiliser à leur meilleur potentiel ces nouvelles technologies et également les technologies existantes, bien sûr. Troisième élément transversal, le financement durable pour cette transition vers une économie sobre en carbone. Et le quatrième élément, les emplois et les compétences durables dans le cadre de cette nouvelle économie. Donc, on peut aller à la 5e diapo. Pardon, croyez-le ou non, mon ordinateur est gelé, mais OK, ça vient de se dégeler. Donc, vous devriez voir un tableau qui présente les projections de gaz à émissions, des gaz à effet de serre, pour l'ensemble du Canada. Donc, les résultats pour 2030, comme j'ai déjà mentionné auparavant, puisque le plan est évolutif, bien, la trajectoire vers 2030 va continuer d'être mise à jour. Les résultats vont changer au fil du temps. Mais pour l'instant, voici la trajectoire qui a été obtenue pour l'atteinte de la cible en 2030. Une autre note très importante ici, les résultats pour chacun des secteurs que vous voyez dans le tableau ne sont pas des cibles. La cible, c'est uniquement pour le total, pour l'ensemble du Canada. Pour chaque secteur, c'est plutôt des contributions potentielles, ce à quoi on pourrait s'attendre, mais ce ne sont pas des cibles réglementées ou rigides. Donc, pour l'ensemble des secteurs, je crois que c'est relativement clair ce qu'ils signifient, sauf possiblement l'avant-dernière ligne avec les acronymes. ATCATF réfère à l'affectation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie. Donc, autrement dit, ce sont les écosystèmes terrestres, pour simplifier, là, les terres forestières, le carbone qu'on retrouve dans le sol, des terres cultivées, etc. Tandis que SCN réfère aux solutions climatiques naturelles que j'ai déjà mentionnées à la diapo précédente. Donc, dans le tableau, on voit les résultats historiques pour 2005, l'année de référence, des résultats historiques pour 2019, qui était la dernière année historique disponible au moment de développer le plan. Là, depuis, il y a eu des nouveaux résultats historiques qui ont été publiés la semaine dernière et qui vont jusqu'à 2020. Mais il faut bien se rappeler qu'au moment de développer le plan, l'information qui était disponible au niveau historique allait uniquement jusqu'à 2019. Et bien sûr, les projections pour 2030. Donc, quand on regarde les résultats à travers les secteurs, on se rend compte que tant au niveau absolu en mégatonnes qu'au niveau relatif en pourcentage dans la dernière colonne, les contributions des différents secteurs peuvent être très variables, ce qui reflète la facilité ou la difficulté relative de décarboner ces secteurs à l'horizon 2030. Donc, ça, c'était pour la partie générale. Maintenant, on peut passer à la diapo suivante, numéro 6, pour parler plus spécifiquement du secteur des transports. Donc, déjà, comme je l'ai mentionné avant, le prix, il y avait bien sûr plusieurs mesures en place concernant le secteur des transports. Parmi les principales mesures du gouvernement fédéral, on peut mentionner plus de 30 milliards de dollars alloués au transport en commun. Pour les véhicules légers, une cible de 100 de vente de véhicules à zéro émission d'ici 2035. Le programme d'incitatif à l'achat pour les véhicules à zéro émission, le IVZE, qui offre une remise pouvant aller jusqu'à 5 000 $. Pour les véhicules lourds, des normes d'efficacité généralement harmonisées avec les plus strictes en Amérique du Nord et plus de 450 millions de dollars pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques et de ravitaillement en carburant de remplacement, par exemple l'hydrogène. Bien sûr, il y avait également plusieurs mesures en place dans les provinces et territoires. Par exemple, comme vous le savez, au Québec, il y a également un programme de remise à l'achat de véhicules zéro émission qui est additionnel à la remise du gouvernement fédéral.
On peut passer à la 7e diapo. Donc là, je vais présenter des nouvelles mesures sur cette diapo et sur la suivante, des nouvelles mesures qui ont été introduites dans le cadre du prêt. Donc, la cible de 100% de vente des véhicules zéro émission d'ici 2035 pour les véhicules légers a été précisée, si vous voulez, par l'introduction des cibles intermédiaires. Donc, 20% des ventes d'ici 2026 et 60% des ventes d'ici 2030. Il y a également une nouvelle stratégie de réduction des émissions des véhicules moyens et lourds, avec entre autres un objectif d'atteindre 35% de ventes de véhicules zéro émission pour les VML neufs, et cela d'ici 2030. 1,7 milliard de dollars pour prolonger de 3 ans le programme d'incitatif à l'achat. 400 millions de dollars pour les bornes de recharge, ainsi qu'un investissement de 500 millions de dollars de la Banque d'infrastructure du Canada dans l'infrastructure de recharge et de ravitaillement. On peut passer à la 8e diapo. Près de 550 millions de dollars pour un programme d'incitatif à l'achat de véhicules moyens et lourds à zéro émission. Près de 200 millions de dollars pour la modernisation de camions lourds qui sont déjà sur la route, des rétrofits pour, par exemple, diminuer leur consommation en améliorant leur aérodynamisme. Près de 34 millions de dollars pour des projets de démonstration concernant l'utilisation d'hydrogène pour le camionnage. Un peu plus de 2 millions de dollars pour l'électrification du parc automobile du gouvernement fédéral et d'autres engagements qui concernent les autobus à zéro émission. On peut aller à la 9e diapo. Donc, les éléments précédents ont été confirmés dans le budget fédéral de 2022 qui a été publié peu de temps après le prêt. Également, dans le plan, dans le prêt, on mentionne qu'en partenariat avec d'autres ordres de gouvernement, le gouvernement fédéral va explorer des possibilités de décarbonation supplémentaires dans le secteur des transports, par exemple des locomotives à zéro émission ou de l'électrification des locomotives, des carburants à faible teneur en carbone pour l'aviation et l'électrification des activités aéroportuaires. Pour les navires, une augmentation de l'efficacité énergétique et une diminution de l'intensité en carbone, et possiblement des normes zéro émission pour les petits moteurs hors route, par exemple l'équipement qu'on utilise pour jardiner. Et encore une fois, les politiques des partenaires provinciaux et territoriaux vont contribuer à la diminution des gaz à effet de serre, par exemple les diverses mesures d'électrification des transports au Québec. On peut aller à la dernière diapo. Donc, finalement, au chapitre 5, le plan de réduction des émissions présente les éléments clés pour l'atteinte de l'objectif de carboneutralité d'ici le milieu du siècle. Et parmi ces 5 éléments, il y en a 3 qui touchent directement au secteur des transports, soit le premier, le deuxième et le 4e élément. Donc, les 5 éléments sont les suivants: utiliser moins d'énergie et soutenir l'efficacité énergétique, une électrification accrue et une utilisation de carburants propres, des procédés industriels plus propres, transformer la façon dont les personnes et les marchandises sont transportées et finalement, cultiver la capacité de la nature à stocker le carbone. Donc, je vous remercie pour votre attention, surtout dans cette circonstance un peu hors de notre contrôle. Merci. Et je crois que je vais me remettre en sourdine. Oui. Mais merci beaucoup pour votre patience aussi. Et je crois que votre présentation a été très bien reçue. Là, on va passer à notre 3e conférencier, professeur Charles Seguin, ici au département des sciences économiques à l'UQAM. Merci, Marc. Alors, je vais partager aussi ma présentation. Si je suis capable de voir le bas ici. Voilà. OK, on peut bien voir, Marc, la présentation? C'est excellent, oui. OK, alors, il y a certaines choses que je vais sauter parce que je n'étais pas exactement certain ce que les autres participants allaient dire. Je vais concentrer surtout mon attention sur le mandat pour les véhicules zéro émission, puis peut-être les leçons qu'on peut tirer de
l'expérience californienne dans ce domaine-là. Juste pour vous donner un peu un background, ici, je présente les statistiques pour le Québec. C'est sûr que le secteur des transports, ça joue un rôle important dans les émissions de gaz à effet de serre, donc à peu près 43-44 au Québec. Au Canada, c'est un peu moins important puisqu'on a un secteur du pétrole et du gaz aussi qui joue un rôle important. Donc, pour le Canada, on parle plus d'autour de 25 des émissions qui sont dues au secteur des transports. Mais le secteur des transports, il est particulier parce que c'est le seul qui connaît une croissance importante là, au Québec par rapport à notre niveau de référence de 1990. Donc, on voit qu'à part l'agriculture qui a une augmentation modeste, la plupart des autres secteurs sont en diminution par rapport à 1990, alors que le secteur des transports est en augmentation significative. Puis, on a vu avec les chiffres la présentation précédente d'Environnement Canada, même si ces chiffres-là étaient par rapport à 2005, c'était un peu une situation similaire au niveau canadien, sauf qu'on avait aussi le secteur du pétrole et du gaz qui était en augmentation, mais il restait que le secteur des transports est en augmentation importante aussi dans l'ensemble du Canada. Donc, les mesures fédérales ont été déjà égrenées dans la présentation précédente. Peut-être juste rajouter que, évidemment, la redevance sur les combustibles ou les autres politiques provinciales équivalentes, comme le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission au Québec, jouent un rôle sur le prix des carburants, donc sur la demande qu'il va y avoir pour ces carburants-là. Puis là, les autres ils ont été ici un peu présentés. Comme je vous dis, celui sur lequel je vais me concentrer, c'est le mandat véhicule zéro émission, que je crois qu'il va être, disons, qui est le plus intéressant ici pour le secteur. OK? Donc, on a déjà vu les cibles qui étaient proposées à l'horizon 2030, au moins 20 de vente de véhicules légers zéro émission en 2026 et 60 en 2030 pour l'objectif de 100 en 2035, là, mais qui est au-delà de l'horizon du plan. Pour les véhicules lourds, 35 à la fin de cet horizon-là en 2030. Mais il y a des réglementations déjà existantes au Québec. Il y a un système là, de mandat de véhicules zéro émission au Québec depuis 2018, un système qui est largement calqué sur celui de la Californie que je vais vous présenter dans un moment. Puis aussi la Colombie-Britannique qui a son propre système là, depuis 2019. Donc là, il va être intéressant de voir comment le gouvernement fédéral va traiter ces systèmes provinciaux-là. Est-ce qu'on va s'inspirer de ce qu'on a fait au niveau de la tarification du carbone, c'est-à-dire laisser des systèmes provinciaux coexister avec un système fédéral en autant qu'ils atteignent certaines normes de sévérité, où on va essayer de uniformiser les mandats à travers les juridictions là, au Canada. Donc, est-ce que c'est un objectif ambitieux? Je mets un point d'interrogation sur cette diapo-ci parce que ça dépend évidemment comment on compte les véhicules zéro émission. Puis l'expérience californienne va nous montrer qu'on peut être assez créatif dans la comptabilité de ce qui représente un véhicule zéro émission. Donc, par exemple, Statistique Canada tient des statistiques sur 3 types de véhicules, disons, à émissions réduites, si on veut, les véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables. Ici, je vous présente 2 graphiques avec les données pour l'évolution de la part des ventes de ces véhicules-là dans les ventes de véhicules neufs au Canada à gauche, au Québec à droite. Donc, on voit qu'en 2011, c'était assez faible dans le cas du Canada, dans le cas du Québec. On était pratiquement seulement au niveau des véhicules hybrides. Puis à partir peut-être de 2017, là, on connaît une augmentation plus importante des véhicules électriques, une augmentation un peu plus marquée aussi pour l'hybride rechargeable. Puis on voit que le niveau au Québec est plus élevé. Fait que si on prend une définition très généreuse et qu'on incluait tous ces types de véhicules-là dans le mandat, bien, on voit qu'en 2021, au Canada, on est déjà à 10 puis que, étant donné cette tendance-là, un objectif à 2026 à 20 ne semble pas très difficile à atteindre. Par contre, si on limite la définition aux véhicules électriques, donc on exclut les hybrides, là au Canada, on était à moins de 4 à peu près à 3,5 en 2021. Puis la tendance est moins à pic aussi, donc l'atteinte du 20 en 2026 sera plus difficile. Au Québec, on est un petit peu en avance de ce côté-là. La combinaison des 3 modèles nous donne au-dessus de 12 en 2021. Donc, on semble très bien placé si la limite de 20 représente ces 3 types de véhicules-là. Si on est seulement
Dans l'électrique, à ce moment-là, on est à 5 des ventes en 2021. Donc, on est mieux placé que l'ensemble du Canada, mais il reste que c'est peut-être difficile de penser atteindre le 20 pour 2026. Dans le monde, qu'est-ce qu'on a comme autre exemple de ces mandats de véhicules zéro émission? Il y a beaucoup de pays qui ont des objectifs ou des ambitions véhicules zéro émission, mais peu ont des mandats, c'est-à-dire des obligations légales d'atteindre des résultats. On a seulement vraiment la Californie qui a son système, qui a disons maintenant des partenaires là, dans une dizaine d'autres États américains et la Chine. Le système chinois est plus récent, donc là, ici, je vais me concentrer sur l'expérience californienne, d'autant plus que, disons, c'est dans un contexte qui est plus similaire au contexte canadien. Puis en plus, étant donné l'intégration du marché de l'automobile en Amérique du Nord, les technologies qui ont été développées là, dans le contexte californien sont directement transférables là, au niveau canadien. Donc, la politique californienne, de façon surprenante, est proposée en 1990. En fait, elle était en place depuis 1990, mais elle avait seulement des objectifs contraignants qui démarraient à partir de l'année 2002-2003. Mais au fur et à mesure, donc l'objectif ici, c'était de donner du temps aux manufacturiers pour s'adapter à la réglementation. Par contre, arrivé à l'aube de la période contraignante, les manufacturiers se sont rendus compte qu'ils ne seraient pas en mesure d'atteindre l'objectif. Ils ont contesté en cours le système, ils ont gagné, puis les mesures contraignantes ont été suspendues pour les années 2003-2004. Donc, c'est seulement vraiment à partir de 2005 qu'on a vu le système être contraignant. Puis le système fonctionne pas exactement comme on pourrait l'imaginer au premier abord parce que ce n'est pas une limite sur le pourcentage de ventes que chaque manufacturier doit atteindre. C'est les ventes de véhicules zéro émission et autres types de véhicules, donc des véhicules par exemple à batterie avec une extension de rayon à essence, des véhicules à relativement faible émission sont contenus dans ce système-là, génèrent des crédits. Puis chaque année, les manufacturiers doivent remettre au gouvernement californien un certain nombre de crédits. Donc, c'est ces crédits-là qui amènent à la satisfaction de l'objectif du pourcentage de véhicules zéro émission. Donc, il n'y a pas une relation directe entre le nombre de crédits et le pourcentage des ventes, parce que selon le type de véhicule vendu, on peut générer environ entre 1 et 4 crédits. Donc, par exemple, pour les années qui viennent, on s'attend à ce que le système arrive à 10 de ventes de véhicules zéro émission, mais ça représente des crédits qui seraient au niveau de 16 Mais comme certains véhicules génèrent plus qu'un crédit, ça fait moins de ventes totales. Puis il y a aussi certaines activités qui génèrent des crédits, des ventes de véhicules moyens, zéro émission, des démonstrations technologiques, certaines liaisons avec des systèmes de transport, puis des émissions en dessous des normes fédérales américaines là, pour des flottes de véhicules. Donc, c'était quoi l'impact du mandat véhicule zéro émission en Californie? Il y a peu d'études de causales fiables qui ont regardé ça. Ce qu'on trouve surtout, c'est de la corrélation, mais il y a quelques corrélations qui sont intéressantes. Par exemple, on a noté qu'il y a une augmentation importante des brevets en lien avec les véhicules électriques, une augmentation marquée dans la deuxième partie des années 90, donc quand le système allait devenir contraignant, il y a eu un peu une stagnation dans les années 2000, où les brevets se sont plus concentrés sur les véhicules hybrides, puis depuis 2010, les brevets sont en hausse à nouveau. Diminution importante du coût des batteries. En 2010, on était à 1 000 $ le kilowattheure. On est descendu à 160 $ le kilowattheure en 2020. Donc, une division là, par 6 à peu près du coût sur une période de 10 ans. Une augmentation de la part des ventes de véhicules électriques. On était à pratiquement zéro en 2010, un peu comme ici, puis on est à 5 en 2019, donc quelque chose de très similaire à la situation québécoise. Et aussi, ce qui est important à noter, c'est que ces crédits-là qui sont générés dans le système californien sont échangeables. Donc, une compagnie comme Tesla, dont tous les véhicules génèrent des crédits, puis génèrent un nombre élevé de crédits, peut vendre son excédent à d'autres manufacturiers qui ne sont pas en mesure d'atteindre
le nombre de crédits qui doivent être remis annuellement au gouvernement californien. Donc, on a estimé dans les dernières années qu'il y a entre 5 et 10 des revenus de Tesla qui étaient issus de la vente de crédits générés par les mandats véhicules zéro émission en Californie. Impact potentiel au Canada, je vous ai mis un graphique ici. Qu'est-ce que ça vous montre? C'est pour vraiment distinguer le volume de véhicules total immatriculés par rapport aux ventes. Donc, la courbe supérieure ici qui va de 2010 à 2019 de à peu près 22 millions à un peu au-dessus de 25 millions de véhicules, c'est le nombre de véhicules immatriculés. La courbe en jaune en dessous, c'est pour le Québec. Donc, on est passé de 5 millions à 5 millions et demi à peu près de véhicules. Puis les deux autres courbes en dessous, c'est les ventes. Donc, on voit que les ventes représentent une très petite fraction des véhicules totaux. En fait, en général, annuellement, les ventes de véhicules neufs représentent entre 7 et 8 de la flotte de véhicules totale. Puis sur ces ventes-là de 7 à 8 il y en a qui contribuent à la hausse de la flotte de véhicules, puis il y en a d'autres qui sont compensés par des véhicules qui sont retirés. Fait qu'il y a à peu près sur les ventes de véhicules neufs, il y a à peu près les 3/4 qui sont compensés, si on veut, dans la flotte totale par le retrait des véhicules de la flotte, puis 1/4 qui amène des nouveaux véhicules dans la flotte. Quand on pense à l'impact d'un mandat véhicule zéro émission, il faut réaliser que le mandat s'applique aux petites courbes qui sont en bas, aux courbes qui représentent entre 7 et 8 de la flotte totale qui existe. Donc, en termes de l'atteinte des objectifs, même si en 2035, on atteignait l'objectif d'avoir 100 des ventes de véhicules neufs qui étaient des véhicules zéro émission. Ça, si, disons, les chiffres actuels se maintiennent, ça représenterait seulement une addition à la flotte de véhicules existants de 7 à 8 puis il y a seulement peut-être un 6 de ces véhicules-là qui sont retirés. Donc, même si on est à 100 de véhicules zéro émission, la flotte, elle, n'est pas à zéro émission. Alors, là, disons, il y a du travail à faire, du travail qui est fait sur la modélisation que cette politique-là pourrait avoir comme impact sur les émissions du transport au Canada. Il y a aussi d'autres études que je ne cite pas ici qui montrent que il y a beaucoup des gains technologiques ont été réalisés par la politique mise en place par la Californie, parce qu'évidemment, c'est un gros joueur. Le marché automobile californien est plus important que le marché automobile de l'ensemble du Canada. Donc, potentiellement, la politique canadienne ne viendrait pas générer des impacts technologiques aussi importants, parce qu'il y a déjà beaucoup des impacts qui ont été générés par la politique californienne. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à dire ici. Vous avez quelques références où j'ai tiré les informations de cette présentation. Merci.